Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour la revue livresse du mois de juin. Je suis désolée par avance si jamais vous entendez le ventilateur, voilà je vous le dis ici, j'essaierai de parler un peu fort pour couvrir le bruit. Dans cette vidéo je vais parler du coup de PSG, Game Changer, Ses promesses qu'on croyait éternelles partie 1 et Apprentice to the Villain. Comme d'habitude, si jamais vous aimez bien ma chaîne et que vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour me faire savoir que ce contenu vous a plu, à me suivre également sur les réseaux et puis sans plus tarder, c'est parti! J'ai donc lu au mois de juin un premier Apprentice to the Villain, le tome 2 de la saga Assistant to the Villain, qui avait été un énorme coup de cœur l'année dernière. Je vous mettrai ma revue dans le i, de Anna Nicole Maherer, publié au label Calix. L'année dernière, ça avait été un coup de cœur sur Assistant to the Villain. Là, mon avis un peu plus mitigé. On retrouve Evie avec tous ses collègues et notamment le vilain Tristan. Là, on suit toujours les aventures donc de ses collègues avec la rivalité entre le vilain et le roi Bénédicte. On se rend compte que le vilain n'est pas si vilain comme d'habitude. Et puis, la relation entre le vilain et Evie est toujours là. C'est toujours aussi tendu. Il y a une scène à un moment qui est très chaude, mais pas spicy, mais qui m'a émoustillée tout autant qu'une scène vraiment spicy. Ils ont une relation très forte, très belle, mais qui n'avance pas. C'est un slow burn, mais vraiment très slow, et en fait je trouve ça quand même dommage qu'on n'avance pas. Alors ils réalisent les sentiments, leurs sentiments, etc. Mais il n'y a pas de réelle avancée sur le fait qu'ils se disent les choses ou non. J'ai vu des avis comme quoi le tome 3, ça patine tout autant. En fait moi c'est ça qui m'inquiète, c'est que j'ai peur qu'on n'avance pas dans l'histoire vu que c'est un cozy romantasy. Cela dit, il y a quand même beaucoup de personnages, on apprend plein de choses sur les autres, notamment Becky dans ce tome-ci m'a vraiment surprise. Elle a une famille très particulière et j'ai vraiment adoré la découvrir. Je trouve que c'est une personnage bien plus attachante et bien moins sévère que ce que le tome 1 a voulu nous le faire croire. J'aime toujours autant Blade et son dragon Nounours. Je trouve qu'il y a toujours cet humour, ce côté décalé qui est très typique de cette autrice et de cette série. Après on n'avance pas trop. Je vous avoue que c'est lent, c'est poussif. Moi c'est ce qui m'a vraiment déçu par rapport au tome 1 qui on m'avait vendu que ça serait poussif. Je n'ai pas trouvé ça poussif. Là j'ai trouvé ça poussif. Le premier tiers, il se passe pas grand chose. Le deuxième tiers, ça bouge en fait un peu. Et le troisième tiers, c'est à nouveau lent. Donc c'est dommage. Les scènes sont très immersives, bien que pas énormément développées. Donc si vous êtes des lecteurs de fantasy, je pense que ça vous plaira pas forcément. Moi, ça m'allait très bien parce qu'en fait, les scènes sont là, il y a de la description, on est immergé, mais ça reste pas trop dans le détail. Donc suffisamment pour qu'on s'imagine la scène. Mais si vous êtes vraiment des lecteurs de fantasy, je pense que vous serez déçus parce que ça reste assez en surface, assez lisse. Elle fait des trigger warnings au début, j'ai pas trouvé que c'était nécessaire parce qu'il n'y a pas non plus des scènes archi gore, archi horribles. En gros, pour moi, c'est une bonne lecture, je crois que je lui ai mis 3,5. C'était pas désagréable de le lire, mais il y avait un petit peu des soucis de traduction des fois, c'était maladroit sur certaines tournures de phrases, ça m'a gêné sur certains aspects des personnages. Il y avait vraiment du positif, des aspects négatifs, et tout ça fait une moyenne bonne, qui n'est pas extraordinaire, mais qui n'est pas non plus horrible. Donc je lirai la suite, j'espère juste que l'aspect poussif ne sera pas aussi poussif quoi. Si vous voulez découvrir une cozy romantasy, drôle, décalée, originale, surtout avec notre chère amie la grenouille que j'aime trop, qui est là et qui est trop drôle et qui se fourre partout même si le vilain lui dit de ne pas venir. Et honnêtement je pense que vraiment c'est une cozy romantasy vraiment cool, mais voilà, c'est lent, faut pas être pressé. Je lirai la suite à coup sûr. Next, on passe à Game Changer, publié chez Chatterley de Rachel Reid, qui était aussi une romance rien à voir avec Assistant to the Villain, mais un petit peu décevante sur un aspect, la traduction
voilà, je le mets direct. Je trouvais qu'il y avait des maladresses, qu'il y avait quelque chose qui m'a gênée. Au début, je pense que c'était le style de l'autrice qui était assez dépouillé, très très sobre. Et en fait, je pensais que c'était ça qui me perturbait, mais non, c'était vraiment juste la trad, parce que quand j'ai enchaîné sur Hated Rivalry, j'étais très habituée au style de l'autrice et la traduction était bien meilleure. Donc, clairement, c'était vraiment plutôt la trad qui était gênante, malheureusement. Alors que normalement, Chatterley fait toujours un très très bon boulot, mais là, je pense que c'était plus le timing qui voulait sortir vite les tomes par rapport à la série. Donc, je pense qu'il y a eu un manque de temps pour peaufiner la trad. Mais sinon, c'était globalement, tout était là pour me plaire. Dans ce roman, du coup, on suit Kip et Scott Hunter. Scott, star du hockey à New York, et Kip, petit barman slash vendeur de café et étudiant en licence d'histoire, qui vont se rencontrer et coup de foudre entre les deux. Voilà, sauf que Scott est un joueur de hockey à la NHL, qu'il n'y a aucun homme gay, ou du moins aucun homme qui a fait son coming out, donc s'il y a des gays, ils se cachent et ils ne se montrent pas, parce que clairement il y a beaucoup d'insultes homophobes, racistes, etc. Donc c'est un roman qui aborde ces thèmes-là qu'on ne voit pas suffisamment dans les romans, et je trouve que ça, c'est très très bien que ça soit abordé. Et puis on découvre aussi Kip qui, lui, veut s'en sortir, mais il est un peu anti-héros en fait, le pauvre. T'as l'impression que tout ce qu'il veut entreprendre, il le rate, alors que Kip, il est intelligent, il a de l'esprit, il a fait des études, il est curieux, il est intéressé par beaucoup de choses, et il soutient énormément Scott. Si vous avez vu la série, il y a un épisode qui est dédié à ce tome. Je trouve que le roman est quand même vachement plus complet, que ce soit sur les émotions, sur les relations des personnages, leurs ressentis. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, notamment par rapport à la série. Là, on voit beaucoup plus l'aspect émotionnel et le soutien des coéquipiers de Scott. Et puis, forcément, le petit clin d'œil à Ilya Rosanov à la fin. Enfin, voilà, c'est une très bonne romance, très 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 spicy, donc attention si vous êtes un peu sensible à ça, mais très intéressante parce qu'elle aborde le sujet de l'homosexualité chez les hommes dans le sport collectif. Il y a beaucoup d'hommes qui attendent des dizaines d'années, et notamment la retraite, avant de faire leur coming out, et peu importe le sport. Et c'est pour ça que ce genre de roman est hyper important. Donc, si jamais ça vous intéresse, lisez-le, regardez la série, très très bonne série, très très bien adaptée. Je conseille, cela dit, de lire d'abord les romans, mais la série est hyper fidèle, sachant que l'épisode dédié à ce tome fait que 45 minutes. Mais j'aurais bien aimé voir les coéquipiers de Scott, parce que je trouve qu'ils apportent quelque chose qui est très important au coming out, notamment l'acceptation de ses amis. C'est un bon roman, je vous le recommande, et puis regardez la série, parce que vous allez tomber amoureux de tous les personnages, qui sont tous trop mimes, trop attachants, et vous allez croire que ce sont vos amis alors que ce sont juste des personnes fictives. Next, on passe à Ces promesses qu'on croyait éternelles de Ning Gorman et Maria Lino, publié chez Albin Michel Story, la collection Young Adult. Vous ne le savez pas, parce que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne encore. C'est une saga que j'affectionne particulièrement. C'est la saga de La nuit où les étoiles se sont éteintes, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, et Ces promesses que je fais dans le noir. J'en ai parlé sur mon compte Insta, mais jamais sur Booktube. C'est une saga très très chère à mon cœur. J'avoue que pas je redoutais de lire ce roman, mais ça me faisait bizarre parce que c'est vraiment les deux derniers tomes, que chaque roman peut se lire indépendamment des uns des autres. Mais celui-là, Ces promesses qu'on croyait éternelles, il y a 2 parties, donc ça veut dire que c'est globalement un tome en 2, on va dire. Ça voulait dire aussi boucler la boucle, et c'est vrai que c'était sur des personnages que j'aimais moins. Moi, j'aime vraiment beaucoup Finn, Nate et Jagger. Là, c'est vrai que c'était Kenna et Kurt, et j'avais moins d'affinité avec eux, on va dire, dans les précédents tomes, mais j'étais quand même très curieuse de découvrir ces romans-là. On suit, comme je l'ai dit, Kenna et Kurt, juste après, un peu en parallèle de Ces prières que je fais dans le noir, où Kenna et Kurt sont tous les deux à l'université, donc Kenna à New York, à l'université de Columbia, et Kurt à Harvard, à l'université de Boston. Et en fait, c'est une amitié, ils sont amis depuis l'enfance. Comment on se passe l'amitié à distance, surtout quand tu passes de on est H24 ensemble à on est éloigné par des centaines de kilomètres, si ce n'est des milliers. Ce que j'ai adoré dans ce tome, c'est qu'on retrouve toute la bande. J'avoue que j'étais vraiment trop contente de retrouver Finn, Nate, Jagger, Kurt et Kenna, parce que, comme je l'ai dit, ils sont importants à mon cœur. Kenna, on la suit à Columbia, où vraiment elle est déboussolée, elle n'arrive pas à faire ses études, elle ne trouve pas sa voie, elle galère, alors que Kurt, à côté de ça, à Harvard, il survole les cours tellement il a de l'avance et tellement il est très très intelligent. Il y a vraiment une grosse dualité entre ces deux personnages-là. On les découvre
dans la vie étudiante, à la fois où ils doivent se faire des amis, découvrir et vivre sans leur groupe d'amis de la Nouvelle-Orléans. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Cela dit, je me rends pas compte de la réalité. Ici c'est très réaliste d'avoir tourné les soirées étudiantes aussi alcoolisées, ça parle énormément d'alcool, ils boivent mais jusqu'à ne plus se souvenir de rien. Et je ne sais pas si c'est si réaliste parce que j'ai pas souvenir que les étudiants boivent autant. Enfin, j'ai quand même fait beaucoup d'années d'études et j'ai pas souvenir que les gens buvaient autant et aussi régulièrement. Ça arrive de se mettre des cuites, mais pas toutes les semaines. Enfin, ça me paraissait pas super réaliste et surtout trop d'alcool. Une normalisation qui m'a un peu gênée, même si pour Kurt, qui se sent différent pour une raison que je ne dirai pas pour pas dévoiler le livre, boit pour oublier. Ce que je peux comprendre dans le cas de Kurt, mais dans le cas de Kenna, j'ai trouvé ça un petit peu extrême. Après, peut-être que c'est juste mon ressenti par rapport à mon vécu, mais j'étais un peu gênée sur cet aspect-là. Par rapport aux autres tomes, on découvre plein de personnages, notamment Jacob, que j'ai adoré, qui aide Kenna à se comprendre, à se découvrir et à comprendre ses passions. On découvre Wes, le cousin de Kenna. Je n'en dirai pas plus, mais ceux qui ont lu le livre savent. Et j'ai lu le résumé de la partie 2. Je ne comprends pas et j'ai hâte de savoir parce que... ouais, c'est Wes. Bref, je n'en dirai pas plus. J'ai pas envie de spoiler, mais je reste très dubitative et j'ai hâte de lire la partie 2 pour comprendre cette relation parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Du côté de Kurt, on découvre Amy, une jeune fille très sympa avec son groupe d'amis auquel Kurt se lie. J'ai bien aimé la relation qu'ils ont tous, mais une fois de plus, quelque chose m'échappe. Les personnages secondaires, il y avait un manque de réalisme sur les émotions et les ressentis. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a quelque chose qui m'a manqué sur qu'est-ce que les personnages ressentent profondément. Ça peut pas être tout beau, tout rose, tout facile. Sur les 600 pages, j'avais l'impression que les autrices voulaient aborder plein de sujets, tous hyper importants et nécessaires, mais que sur certaines, il fallait rester en surface parce que sinon le tome ferait 400 pages de plus, quoi. Et à la fois, je me dis c'est dommage parce que du coup il manque 200 pages d'explications sur certains aspects et sur certaines émotions des personnages. Et si vous l'avez lu, je serais très curieuse d'avoir vos avis en commentaire, pouvoir en échanger parce que je peux pas vraiment parler sans spoiler et ça m'embête vraiment de ne pas pouvoir échanger à propos de ce roman parce que j'ai vraiment besoin d'en parler sur certains aspects. Du coup je pense lire la partie 2 cette année pour répondre à certaines interrogations qui restent complètement en suspens. Cela dit, j'ai bien aimé l'atmosphère, l'ambiance étudiante, le côté Kenna qui est perdue et qui a besoin de trouver sa voie, le fait que Kenna aide beaucoup Nate, on retrouve vraiment Nate et sa dépression et comment il arrive à s'en sortir, le fait que Finn l'aide, Yeager, même si pour le coup Yeager reste Yeager et il faut lire son tome à DJ pour comprendre ce qu'il vit parce qu'il ne raconte rien à Kenna ni à Kurt, mais j'ai beaucoup aimé l'attention que Kenna porte à ses amis et comment elle les aide, surtout Nate et Kenna, leur relation est absolument magnifique. Donc voilà, c'est quand même un bon tome, j'ai mis 4 étoiles, mais il y a quelque chose qui fait que c'est pas un coup de cœur et je m'attendais vraiment à ce que ça en soit un, et je suis un peu triste, j'avoue, parce que la plume est addictive, c'est bien écrit, c'est immersif, mais il y a ce petit quelque chose qui m'a laissé en surface et ouais, j'ai hâte de lire la partie 2 pour savoir vraiment de quoi il retourne de tout. Et j'adorais le petit clin d'œil à Sybil de la saga Ashing Falling for the Sky parce que Sybil est un personnage hyper important de cette saga là et moi j'adore Just Wanna Be Your Brother. Ça m'a fait tout drôle de voir un petit clin d'œil à Sybil qu'on ne voit pas, peut-être qu'on la verra un peu plus dans la partie 2, je ne sais pas, mais en tout cas lisez-le parce que pour les thématiques quand même c'est une super saga très importante et qui est super. Et pour finir j'ai lu Piégé de Louison Nilman publié chez Scrinéo Engagé, un petit roman littérature jeunesse. Donc clairement je ne suis pas la cible, mais je le trouve très nécessaire et très important. Donc on va suivre Alba qui se rend compte que son frangin, donc son grand frère, fait plein de rencontres via une application de rencontres justement. Et elle se dit mais moi aussi je veux rencontrer des gens et tout, ça peut pas me faire de mal d'aller sur une appli si je mens sur mon âge et tout, sur ma personnalité, sur qui je suis. Donc elle télécharge l'application et bah c'est une ado. Elle n'a pas le recul nécessaire sur plein de choses et bah elle tombe sur Angie qui est un garçon de 19 ans. Mais qui est Angie finalement derrière ce téléphone? Est-ce qu'il n'y a pas une anguille sous roche? Et là, l'engrenage commence, le piège se referme sur Alba et l'isolement débute. Alba, elle m'a un peu touchée et à la fois pas trop parce que je pense qu'elle m'a pas touchée dans le sens où je ne suis pas collégienne et je ne peux pas me rendre compte et j'ai un recul très adulte et je me dis oh il y a quand même tous les red flags qui sont là et il faut vraiment ouvrir les yeux, mais à la fois c'est hyper bien fait parce qu'elle est pré-ado et qu'elle ne sait pas, justement c'est une enfant et elle est mineure et elle a le droit
droit de faire des erreurs et elle se sent démunie de là à rejeter sa famille, ses amis. J'ai beaucoup aimé Uma qui, même si elle se fait rejeter par Alba, va l'aider parce qu'elle comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui cloche complètement par rapport à la situation parce qu'elle ne reconnaît pas son amie. J'ai beaucoup aimé les parents de Alba qui ne la jugent pas, qui l'aident et qui mettent en place des choses pour la tirer vers le haut et la sortir de là. C'est un roman qui est très important à lire, qui est engagé comme le nom de la collection l'indique. Et je pense qu'il est clairement à mettre entre les mains des plus jeunes, entre les mains des collégiens pour rappeler qu'Internet, même si on pense savoir, même si on pense connaître, on ne sait rien. Et il faut toujours rester sur ses gardes et je pense que c'est vraiment important. On évoque dans ce roman-là le cyberharcèlement, la pédocriminalité et surtout les dangers d'Internet au global. Donc voilà, c'est un roman qui est court, qui est incisif, qui est facile à lire, mais qui nous prend quand même aux tripes et qui est pas si évident sur certains sujets, mais je trouve qu'il tire une bonne morale et une bonne leçon qui est très important à mettre dans les mains des plus jeunes pour que les jeunes se rendent compte que Internet est dangereux. Voilà, c'était pareil, pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture et j'étais très agréablement surprise. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette revue livresque vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous a plu. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!